ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Merci de votre fidélité à ce programme. Voici pour commencer un aperçu du menu. Le ratio moyen de la dette publique par rapport au PIB a bondi en Afrique. Il a augmenté de 13,7% en 4 ans. La Banque mondiale accompagne les réformes économiques en Égypte. C'est à travers un prêt de 3 milliards de dollars. La CNUSED invite l'Éthiopie et le Burundi à mieux tirer profit du marché du café de spécialité plus rémunérateur et en pleine croissance. Entre 2014 et 2018, le ratio moyen de la dette publique par rapport au PIB a bondi en Afrique subsaharienne. Ce ratio est passé de 32,4% à 45,9%. Selon World Economic Forum, qui a publié ces données, cette augmentation est due à la tendance des dépenses publiques et a enregistré une réduction continue de la dette publique après la période 2004-2014. Les dépenses publiques ont flambé en Afrique subsaharienne après la fin du supercycle des matières premières en 2015, pendant que les recettes publiques diminuaient. Tel est le constat fait par World Economic Forum. Dans un rapport rendu public, l'organisation a expliqué que si certains pays comme le Botswana, avec une dette à 15,6% du PIB, ont réussi à garder le contrôle de leurs finances, d'autres n'ont pas réussi à réaliser le même exploit. Il s'agit par exemple de la Zambie dont la dette a doublé entre 2014 et 2015 pour se fixer à 65,5% du PIB à ce jour. Il en est de même pour l'Angola dont la dette est passée de 32,9% en 2013 à 79,8% en 2016. Idem pour le Mozambique qui est passé de 53,1% à 118,7%. Selon les experts de World Economic Forum, cette situation pourrait engendrer des conséquences imminentes sur l'attraction des investissements privés et la disponibilité des ressources publiques d'une part, et sur les capitaux nécessaires pour développer l'infrastructure, améliorer le système éducatif et fournir des services sociaux d'autre part. Avant le World Economic Forum, le FMI avait alerté en mai 2018 sur une dette qui se révèle de moins en moins viable en Afrique subsaharienne, malgré la forte croissance de ces dernières années. Pour 2018, la région devrait afficher une croissance de 2,7% selon la Banque mondiale, qui a revu à la baisse ses prévisions de croissance précédemment annoncées à 3,1%. L'agence de notation financière Moody's a abaissé la perspective de la note souveraine de la Tunisie. Cette note est passée de stable à négative, ceci à cause de la hausse de la vulnérabilité extérieure du pays. Selon l'agence de notation, cette dégradation reflète une augmentation des risques de vulnérabilité externe dans un contexte de resserrement des conditions de financement au niveau mondial, alors que les réserves de change du pays se sont affaiblies par la hausse des prix du pétrole et par un ralentissement des entrées nettes de capitaux. Moody's prévoit un léger resserrement du déficit de la balance courante sous l'effet de la hausse des exportations du secteur des services. Également, l'agence de notation estime que les conditions de financement extérieur et les variations des taux de change influent sur le budget de l'État. Cependant, l'agence rassure qu'une réduction soutenue des déséquilibres extérieurs et budgétaires et une augmentation régulière des réserves de change pourraient influer à un changement de perspective de la note à stable. 3 milliards de dollars, ainsi s'élève le nouvel accord de financement que la Banque mondiale a conclu avec l'Égypte. Ce financement est destiné à soutenir la mise en œuvre des réformes économiques engagées par le gouvernement égyptien. Le Caire peut donc compter sur la Banque mondiale qui s'engage désormais à continuer à appuyer le processus de transformation économique et sociale du pays.
Le processus de transformation économique et sociale de l'Égypte ne sera pas mis en marche sans l'appui de la Banque mondiale. L'institution a concédé au pays un prêt de 3 milliards de dollars pour soutenir la mise en œuvre des réformes économiques engagées par le gouvernement égyptien. Pour la circonstance, plusieurs domaines prioritaires de coopération ont été définis, dont le développement dans la péninsule défavorisée du Sinaï et le financement des projets dans les domaines des infrastructures, des transports et de l'agriculture. En 2016, l'Égypte avait lancé des réformes destinées à relancer son économie, alors dévastée par les troubles consécutifs à la chute du régime du président Hosni Moubarak en 2011, en contrepartie d'un programme d'aide de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international. La libéralisation de la monnaie nationale et la levée des subventions aux produits de base engagés dans ce cadre ont permis, selon certaines sources, de revigorer les finances publiques du pays et de doper la croissance économique, tout en engendrant une montée en flèche de l'inflation et de la pauvreté. Précisons qu'au cours de l'exercice 2017-2018, le produit intérieur brut de l'Égypte a enregistré une croissance de 5,4%. Il s'agit du taux le plus élevé pour ce pays le plus peuplé du monde arabe en 10 ans. La récolte mondiale de riz devrait atteindre 773 millions de tonnes en 2018, soit 1,3% de plus que 2017. On croit l'Observatoire de statistiques internationales sur le riz. Cette hausse de la production est basée sur l'hypothèse d'une météorologie plus clémente et sur l'effet incitatif des prix à la production, en particulier dans l'hémisphère nord. Sur le continent africain, on devrait observer une tendance globale à la hausse des récoltes à plus 4%. Certains pays de l'Afrique de l'Est, tels que Madagascar et la Tanzanie, verront leur volume repartir à la hausse. Il en sera de même pour l'Afrique de l'Ouest, qui va améliorer également son résultat grâce notamment à l'appui aux intrants et investissements. En ce qui concerne les stocks mondiaux de riz, ils devraient culminer à 172 millions de tonnes d'ici la fin de l'année, soit leur plus haut niveau historique. Il faut dire que cette percée est à imputer aux importations mondiales de plus en plus stables. Je le disais en titre, l'Éthiopie et le Burundi n'exploitent pas assez leur potentialité en matière de production de café. La remarque, en tout cas, a été faite par la CNUSED, entendez Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Cette instance estime que Addis Abeba et Bujumbura peuvent agir pour bénéficier d'un segment du café de spécialité plus rémunérateur et en pleine croissance. L'Éthiopie et le Burundi peuvent mieux tirer profit du marché du café de spécialité. C'est la conclusion à laquelle a abouti la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. La CNUSED explique que ces deux pays, qui pèsent pour 53% de la récolte d'Afrique de l'Est, peuvent agir pour bénéficier d'un segment du café de spécialité plus rémunérateur et en pleine croissance dans le contexte actuel où les prix sont déprimés sur le marché du café courant du fait de la production pléthorique. Selon le CNUSED, le Burundi peut fournir un excellent café aux consommateurs malgré le fait qu'il est confronté à plusieurs problèmes tels que le vieillissement des caféiers, la dégradation des sols et des pratiques agricoles inappropriées. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement estime par ailleurs que Bujumbura devrait investir dans l'intelligence du marché qui permet aux parties prenantes de mieux comprendre les facteurs liés à la demande croissante des marchés de niche importateurs et de capitaliser sur la réputation du pays qui est celui d'une nation qui offre un café de spécialité prisé. Quant à l'Éthiopie, il possède naturellement une large palette de variétés de café qui peut lui permettre de se différencier sur le marché. En effet, 2/3 des cafés éthiopiens peuvent être qualifiés de café de spécialité, en plus du fait que le pays a un avantage comparatif important dans la culture du café organique, dans la mesure où 90% de la récolte est de facto
C'est pas chez toi? Direction maintenant Montmartre. Il s'agit d'un village, le dernier village de Paris, un village qui lutte pour ne pas perdre son âme dans le tourisme de masse. Sur les hauteurs de Montmartre, derrière les murs de cette petite maison typique de la Butte, les amateurs de chansons françaises se donnent rendez-vous depuis plus de 150 ans. Et certains viennent de loin pour passer la soirée dans le dernier cabaret du quartier. On a acheté les billets depuis le Danemark, donc on est là et on a hâte de voir ce qui va se passer. Ça va être authentique, l'accent, les chants et la comédie. À 90 ans, le propriétaire de ce lieu hors du temps continue d'assurer la billetterie et de chanter tous les soirs. Nous, c'est un bateau ici, c'est un bateau qui navigue tous les soirs. C'est comme les feux s'allument et on s'en va pendant 3 heures naviguer dans la chanson. Picasso, Georges Brassens, Charles Aznavour, ici de nombreux artistes avaient leurs habitudes. Le cabaret fait aujourd'hui figure de résistance dans un quartier en pleine mutation. Autrefois petit faubourg bon marché aux portes de Paris, Montmartre est devenu un symbole de la capitale française. Le Sacré-Cœur, la place du Tertre, les ruelles pavées et désormais, ses 12 millions de visiteurs par an. Figure de la Butte, le président de la République de Montmartre œuvre pour préserver l'esprit des lieux. On reste toujours très profondément attaché à Montmartre et à la défense de ses symboles, de ce qu'il est et de cet esprit qui est un esprit frondeur. Un esprit désormais menacé par le tourisme de masse. Les restaurants et les magasins de souvenirs ont tour à tour remplacé les commerces de proximité. Seule cette pharmacie a survécu. Quand nous sommes arrivés il y a 30 ans, on peut le dire, il y avait encore un traiteur, il y avait un boulanger, il y avait un bureau de tabac, il y avait une mercerie, il n'y avait pas beaucoup de choses. Le problème, c'est que les loyers ont flambé. C'est le foncier, comme dans tout Paris. Le foncier a explosé. Avec des prix dépassant parfois les 20 000 € du mètre carré, la Butte est de plus en plus réservée aux plus riches. Et la bataille de l'espace ne se joue pas seulement du côté des logements. Sur la place du Tertre, un autre combat a commencé. Les 300 peintres s'opposent à l'expansion des terrasses, en contradiction selon eux avec l'histoire du lieu et sa convivialité. L'idéal, ça serait que cette place publique soit partagée de manière équitable en 3 tiers. Un tiers pour les artistes, un tiers pour les touristes et les visiteurs et les services de sécurité, ce qui n'est pas beaucoup, et puis un tiers pour les terrasses, au lieu de 80% terrasses et 20% pour tous les autres. Des négociations sont en cours avec les autorités. Déjà concurrencés par les contrefaçons de peintures faites en Chine, les peintres préviennent. S'ils n'obtiennent pas gain de cause, ils menacent d'aller poser leurs pinceaux ailleurs. Une perte supplémentaire pour un quartier qui tente tant bien que mal de préserver son âme. Et ce sera tout pour cette édition du Journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA et à mercredi.